Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le Porge a été sacrifié pour sauver d'autres villages, comme notamment le Cap Ferret? Je vous propose d'écouter tout de suite Ludivine d'Aurignac. Elle est habitante du Porge. Elle a perdu sa maison dans les flammes et elle a dénoncé au micro d'Europe 1 les défaillances de communication des autorités. On n'a pas eu d'information ni d'alerte. Je pense que si notre commune avait pu bénéficier d'un système d'alerte préventive comme toutes les communes ont pu obtenir et avoir, on aurait peut-être anticipé des choses qu'on aurait vraiment voulu prendre et qui nous tenaient à cœur. Nous, le Porge, c'était notre havre de paix. On l'a plus. Il est fantôme. C'est une ville apocalyptique. Donc, on aimerait comprendre beaucoup de choses. Ça passera par des réponses. Alors Gilles Boutin, je lisais également plusieurs autres témoignages, notamment ce matin dans Le Parisien. Il y a des personnes qui racontent que personne n'est venu organiser l'évacuation dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui a forcé en fait les habitants à s'entraider tout seuls pour fuir, alors même que le village du Porge était déjà encerclé par les flammes. Si tous ces témoignages sont avérés, évidemment, il va y avoir une enquête, mais l'histoire est dingue, c'est-à-dire qu'on privilégie d'autres lieux et pas le Porge, ça paraît fou. Il faut être extrêmement prudent parce que à la fois l'émotion et la colère est compréhensible puisqu'ils ont perdu leur maison, ils ont tout perdu ces gens. Donc c'est Absolument. véritablement un village martyr avec il ne reste plus que des murs calcinés. Donc partant de là, leur réaction elle est logique, j'ai envie de dire, de rechercher des responsabilités et puis naturellement il y a aussi la question dès lors qu'il y a la responsabilité de savoir quelle compensation obtenir. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup trop rapide, à mon sens, de chercher à obtenir et surtout de pointer. On a l'impression qu'une lutte des classes est en train de Ouais, c'est s'installer ça, ouais. aussi vite, avec trop peu d'éléments pour en convenir. Ce que l'on pourrait supposer, en tout cas, c'est qu'au tout début, évidemment, que les pompiers, les forces de sécurité ont été prises de court et qu'il y a eu du frottement, un retard dans la réaction, tout Mhm. simplement, dans l'accompagnement. Et tout le monde en fait il y a toujours quelqu'un qui paye le prix au démarrage d'une crise, et ensuite ça s'organise. Et l'Ège Cap Ferret, les habitants ont sans doute eu davantage de temps pour s'organiser, et peut-être aussi que leur quasi-insularité les protège plus. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à prendre le temps d'obtenir ces réponses, mais Oui, il oui, bien faudra sûr. absolument les obtenir pour que ces habitants-là ne se prennent pas la double peine ou la triple peine, en ayant le sentiment que même un an après, 5 ans après, finalement, ils sont le dindon d'une vaste farce. Il y a les sapeurs-pompiers qui, évidemment, ont réagi à ces réflexions de ces habitants. On peut rappeler quand même que le collectif rassemble déjà 700 habitants du Porge sur une commune de un petit peu plus de 3600 âmes. C'est énorme. Et en fait, un sapeur-pompier disait, c'est pas du tout une question de prioriser un village ou un autre, mais en fait, si le feu atteignait véritablement le Cap Ferret, de par son caractère insulaire, comme vous le rappelez, Gilles Boutin, évidemment, là, ça aurait pu être une catastrophe absolue. Et c'est-à-dire qu'en plus, au-delà des maisons, vous avez des personnes qui auraient pu se retrouver bloquées au Cap Ferret, ce qui peut aussi expliquer pourquoi certains sapeurs-pompiers, en fait, sont passés du Porge au Cap Ferret aussi rapidement. Vincent Roy, quel regard vous portez sur ça? Ils sont quand même, encore une fois, ils sont 700 sur 3600. Ils sont beaucoup à s'être organisés très rapidement. Et normalement, une plainte devrait peut-être être déposée en août. Écoutez, je ne peux pas, dans le climat actuel, si j'ose dire, je ne peux pas imaginer qu'on aurait sacrifié un village pour en protéger un autre. Un Ça, autre. je ne peux pas l'imaginer Mmh. parce que c'est ignoble. Ah oui, oui. Si c'est le cas, c'est ignoble. Donc restons prudents. Bon, voyons dans quelles circonstances tout cela s'est passé. C'est vrai qu'il y a 700 habitants qui se disent, enfin qui sont extrêmement mécontents et très en colère parce qu'ils se disent délaissés. Ils se disent qu'on a préféré protéger, évidemment sur fond de lutte des classes, parce que dans l'imaginaire collectif, le Cap Ferret, ce sont les gens les plus aisés qui ont de très belles propriétés à cet endroit-là précis. Mais enfin, bon, respectons la colère de ces habitants, donnons-lui une suite judiciaire s'il le faut, de manière Veulent le faire, en tout à cas. ce qu'il y ait une enquête. Et si ça s'est passé exactement comme ils le disent, eh bien il faudra évidemment Oui. des sanctions. Je suis d'accord avec vous, Vincent, on ne peut Gilles pas Boutin. traiter par le mépris, en tout cas, cette action. Non, Parce qu'elle est trop massive, il s'est passé trop de choses absolument. pour qu'on puisse dire... Enfin, ce serait le comble du cynisme que
les renvoyer simplement à leur dire mais pourquoi cherchez-vous à obtenir des compensations systématiquement. Enfin, faut les écouter. C'est absolument naturel, c'est logique. Enfin, il y a une dimension autant financière que personnelle là-dedans. Et il suffit de voir d'ailleurs les témoignages des personnes qui étaient déplacées, qui ne savaient pas si leur maison était toujours en sécurité. Le simple fait de se sentir déplacé. Et c'est ce qui nous touche aussi, nous, dans notre âme de pays en sécurité, qui ne vit jamais de crise majeure. Bah, ça y est, là on en vit, avec des milliers de personnes qui se trouvent déplacées et qui savent désormais ce que c'est que de vivre un véritable drame. Donc ce que ces gens vivent, collectivement, c'est un drame, et effectivement, on n'en a pas l'habitude. La chance, si j'ose dire, qu'on a, c'est qu'on a des capacités modernes, on est encore un pays prospère pour le moment, à répondre à... ça dépend où, on a encore des grosses faiblesses, mais heureusement, on peut encore prendre en compte cette demande et espérons-le judiciairement que cela amène à des compensations à la hauteur pour ces personnes qui, encore une fois, ont tout perdu. Si on découvrait d'aventure que c'était le cas et qu'on a davantage protégé le Cap Ferré que ce village, ce serait une catastrophe pour tout le monde. On va essayer de ne pas y croire. Continuons de parler des incendies. Je voulais vous parler de cette lettre. Alors cette lettre, elle est signée Éric Ciotti. Il propose un hommage aux pompiers dans les écoles à la rentrée. Il a adressé une lettre donc au ministre de l'Éducation nationale. Le patron de l'UDR demande à ce que chaque établissement scolaire consacre, dès la rentrée de septembre, un temps d'hommage aux sapeurs-pompiers mobilisés contre les incendies. Alors selon lui, il y a un triple objectif. Déjà saluer l'engagement des sapeurs-pompiers qui auront bien souffert cet été, transmettre le sens du devoir et également susciter des vocations. Gilles Boutin, c'est une bonne idée ? Dans l'absolu, oui, parce que les exemples, c'est une très bonne chose. Moi, ça me fait penser aux policiers qu'on applaudissait tous en 2015 après les attentats. Bon, ça a vite changé avec les émeutes, mais dans ces moments-là, tragiques, quand il y a des figures héroïques, des citoyens qui en plus ne sont pas tous payés, puisque beaucoup sont des volontaires, ou en tout cas sont payés à la prime en fonction des déplacements, mais ce n'est pas leur métier de base, ce n'est pas cela qui les fait vivre. Évidemment que ce modèle d'exemplarité, surtout à l'heure où on parle d'ensauvagement, où on voit des jeunes en déshérence totale, si on leur met devant eux ces personnes exemplaires, ça ne peut que être une bonne chose. Maintenant, sur le fait que ça puisse susciter des vocations, c'en est une aussi. C'est peut-être le volet le plus important, ça règle pas tout à fait un aspect qui est celui du manque d'effectifs, c'est-à-dire que je pense qu'on va atteindre les limites, c'est comme pour beaucoup d'autres corps, comme les ambulanciers ou alors des infirmiers, peu payés mais si importants. Ça passera surtout par une reconnaissance, notamment financière, de leur profession, une plus grande responsabilisation aussi, je pense aux infirmiers, il y a ce débat-là aussi qui est présent. Et à partir de là, on aura fait quelque chose. Parce qu'il y a des vraies tensions. Il faut se souvenir que les pompiers avaient été en grève massivement en 2019. Et ça, il y avait eu une manifestation monstre à Paris. On n'était pas habitués à voir ça. Les problèmes ne sont pas résolus. On les voit avec les incendies. Il y a des tensions sur les effectifs pour remplir les camions, pour... en plus de ça, garantir l'articulation entre la partie professionnelle des pompiers et la partie volontaire, parce qu'il n'y a finalement plus assez de volontaires pour compenser la surexposition des professionnels au feu. Donc, dans ce pays, ma conclusion, c'est que on a de tels problèmes à financer notre modèle, tels problèmes d'efficience, il est plus qu'urgent de régler ces questions budgétaires, et là c'est le journaliste économique qui ressort, ce sera la clé de beaucoup de choses, de notre souveraineté, de notre capacité à faire face à tout ce qui peut arriver. Et dès que quelqu'un se plaint, dès que j'entends un écologiste qui se plaint, un LFiste qui se plaint, je vais dire, mais auriez-vous été capable, vous, d'apporter les solutions budgétaires qui auraient permis d'avoir un dispositif suffisant. On recevait Adrien Clouet hier soir sur leur Europe 1. déclaration et de leur programme. On recevait Adrien Clouet hier soir sur Europe 1 qui nous expliquait qu'il fallait donc prendre l'ISF. Donc évidemment l'ISF était je sais que la réponse à chaque fois c'est l'imposition. Voilà, des c'est ça. riches. C'est les plus riches qui vont permettre ça ne fonctionne pas parce que ça ne permet pas de rassembler suffisamment d'argent. Sur l'hommage dans les écoles, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que chaque professeur devrait prendre un temps pour expliquer aux élèves en septembre ce qui s'est passé cet été, combien de personnes ont souffert, l'action des sapeurs-pompiers, peut-être montrer des vidéos, on en a vu beaucoup aussi absolument splendides, il y a eu des montages photos qui sont faits qui montrent aussi cette solidarité-là. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi susciter des vocations chez les élèves ? Est-ce que c'est une bonne idée ?
Oui, mais je pense que c'est une excellente idée. Le seul bémol, c'est que je ne peux pas, lorsque j'entends ce type d'hommage, je ne peux pas oublier effectivement les moments où on a célébré la police. Renaud avait fait une chanson, j'ai embrassé un flic, souvenez-vous. Je ne peux pas m'empêcher de penser, pendant le Covid, au moment où l'on applaudissait Les soignants. les soignants. Bon, est-ce que les conditions d'exercice des soignants ont évolué? Je crois que ça a plutôt empiré. Est-ce que les salaires ont été revalorisés? Voilà, il Un petit faudrait... peu. Il y a eu le Ségur de la santé entre-temps, mais... Ah oui, alors ça, des Ségur, Ouais. Des Beauvau. ça des Beauvau, ça des cahiers de doléances et autres, ça Monsieur Macron est très fort pour ça. Ça c'est vraiment fait pour endormir. Hein. Ces gens racontent des histoires. Mais il y avait quand Le même problème- quelques revalorisations de salariales qui étaient prévues. Bon, Oui. il y a aussi éponger la dette des hôpitaux, mais c'est encore en cours et c'est étalé sur Oui. plusieurs années. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, formidable idée, cet hommage. Il ne faudrait pas que ce dernier masque La réalité aussi de ce qu'on attend. qui est important. C'est-à-dire qu'on envoie au feu des gens qui ne sont pas professionnels, et c'est heureux d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment aider. Voilà, donc les pompiers volontaires, ça c'est formidable, mais vous voyez bien, devant l'intensité de ces incendies, qu'il ne faut pas que des pompiers volontaires. Je ne dis pas, encore une fois, il faut toujours faire très attention à ce que l'on dit, je ne dis pas qu'il n'y a que des pompiers volontaires, mais il faudrait sans doute réarmer ce corps parce qu'on manque d'effectifs. Donc, manquer d'effectifs, revaloriser les salaires, voilà, il ne faudrait pas que ça masque cela. L'hommage, ça doit être le début de quelque chose. Il faut savoir qu'un incendie volontaire, on peut encourir 10 ans minimum. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, déjà? Oui, Vous alors me dites déjà, qu'il oui. est tunisien. Interdiction de territoire français pendant 5 ans, du coup. Bon, donc première question, que faisait-il ici? Ce qui confirme ce que j'ai toujours pensé, c'est que on a des gens sur notre territoire qui, n'ont rien à y faire, et deuxièmement, on ne sait même pas qu'ils existent. Là, on l'a découvert à la faveur, si j'ose dire, Ouais. de son délit. Bon, 1 an de prison ferme, dont où va-t-il les faire? En France ou en Tunisie? En France. En France, voilà. Bah, alors, il n'y a qu'à accueillir tout le monde et ça va être merveilleux. Ce pays devient de plus en plus merveilleux. Non, mais franchement. Donc, 1 an, c'est quand même extrêmement peu compte tenu des dégâts. Et surtout que le droit est bien écrit. Je veux dire, les peines pour des incendies volontaires, Oui. elles sont extrêmement lourdes. Oui, donc... mais il a sans doute des circonstances atténuantes. Il est déraciné. Vous savez, on va lui trouver 1000 circonstances atténuantes. C'est pourquoi il ne prend qu'1 an ferme et pas le tarif plein, si j'ose dire. Mais voyez bien que tout ça ne fonctionne pas, quoi. Enfin, je veux dire, alors, on a l'horreur des feux d'un côté, et puis quelqu'un qui est soupçonné d'être à l'origine de ces feux, avec tous les gens qui sont déplacés, ceux qui ont perdu leur maison, etc., etc. Et celui qui est responsable de l'un de ces feux, il ne prend qu'1 an ferme. Franchement, les Français doivent regarder cela avec beaucoup d'agacement. Gilles Boutin, est-ce qu'il faudrait faire payer aux criminels, aux personnes qui font des incendies volontaires, l'intégralité justement des dommages qui ont été causés? Et également, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça va surtout envoyer un signal? Vous savez, c'est comme dans les procès pour le périscolaire. C'est 18 mois de prison avec sursis, des relax, des peines extrêmement faibles. Là, on est au début justement de ces procès. Ça envoie quand même un signal. 1 an de prison ferme, c'est pas beaucoup. Sur la réparation des dommages, Ouais. Un incendiaire payeur, sauf quoi. si c'était un champ ou une exploitation agricole, ce serait envisageable. Après, on est sur des montants impossibles à hauteur d'homme de couvrir cela. Bon, c'est symbolique, ça fait toujours plaisir de savoir que la personne paye intégralement. Donc ça peut toujours être Mais le une recouvrement est chose. impossible. Oui, le recouvrement, enfin, ça passe par d'autres systèmes assurantiels ou par l'État. Enfin. Sur le caractère dissuasif de la peine, moi je suis toujours circonspect, c'est-à-dire que sur ce genre de pathologie, puisque a priori il s'agit d'un pyromane, c'est un peu les mêmes mécanismes que pour un pédophile, c'est-à-dire que peu importe la peine, a priori la Ils le personne, font si quand elle en même. a l'occasion, elle le fera. Donc la durée de la peine, je la trouve intéressante plutôt pour protéger la société le plus longtemps possible. C'est-à-dire que je me dis, c'est pas parce qu'on va faire passer la peine pour tout départ de feu à 10 ans
que ça va les arrêter, je pense. En Après, vous avez les revanche, pyromanes une fois malades. qu'on les arrête, on sait qu'ils sont au trou pour un certain temps et que ça nous protège. Et c'est la même chose pour les pédophiles. Ça me fait malheureusement sourire de me dire que des gens pensent que de promettre des durées d'incarcération plus longues va empêcher des gens de passer à l'acte. Non, je pense plutôt qu'une fois qu'on les a identifiés, oui, on va pouvoir se protéger longuement de ces gens-là. Mais je n'ai aucun espoir de rédemption, quasiment aucun. Non, c'est vrai. Pour les pédocriminels, bien sûr, mais en fait, quand dans la pyromanie, c'est vrai que vous avez des personnes pyromanes, malades, ça a été étudié, la fascination du feu, etc. Et je pense que vous avez aussi des individus qui aiment juste le chaos. C'est pas une question de pyromanie. Alors, je fais pas de procès d'intention à cette personne qui vient d'être condamnée, mais je suis persuadée que dans le lot, vous avez aussi des personnes qui se disent juste chaos, etc. Et c'est pas forcément nécessairement une maladie, c'est juste histoire de mettre la bazar où vous pouvez. Dans votre sens, effectivement, si telle est alors sa motivation, dans ce cas, il y aurait éventuellement un côté caractère dissuasif. Mais bon, quel genre de personne complètement asociale a ce genre de réflexion, c'est aussi une autre limite, c'est-à-dire que ces gens agissent, sont complètement désocialisés. Bon, l'important, c'est, je pense, surtout notre capacité à répondre très rapidement sur les incendies. Vincent Roy, Gilles Boutin, on va ouvrir une page politique. Monique Barbu est à nouveau dans le viseur. Alors, on n'a pas entendu parler d'elle pendant des mois, alors qu'elle est depuis le début avec Sébastien Lecornu. Là, maintenant, toutes les semaines, on n'entend parler que d'elle. Donc, le Canard enchaîné révèle qu'elle a géré les réunions de crise pendant 5 jours sur les incendies depuis sa villa dans le Var. Donc, il faut bien comprendre. Vous savez, le jour de la fausse démission, où finalement elle a été rattrapée par Emmanuel Macron, eh bien, le Canard enchaîné révèle que Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, a foncé à Gare de Lyon pour se rendre donc dans sa résidence secondaire dans le Var. Et elle y est restée 5 jours. Elle a suivi donc 3 réunions en visioconférence jusqu'au lundi matin où la réunion était avec Emmanuel Macron. Elle les a suivies en visioconférence. Donc Monique Barbu, en pleine crise d'incendie, a fait du télétravail. Je vous propose d'écouter pour ouvrir cette séquence. Monique Barbu est la ministre du Transat. C'est Mathieu Vallet qui a ironisé ce matin dans la grande interview sur CNews et Europe 1. Monique Barbu, c'est la ministre du Transat. Actuellement, elle est dans sa maison secondaire, Saint-Maxime dans le Var. Saint-Maxime dans le Var. Elle travaille sûrement peut-être, d'ailleurs, depuis chez elle, mais pour l'image, en fait. €100 par an, j'espère qu'elle travaille, ouais. Mais c'est l'image qui choque. Mais en réunion, c'est des petites choses, mais en réunion visioconférence, il fallait lui expliquer qu'à Saint-Maxime dans le Var, pas si loin, qu'il y avait les sapeurs-pompiers qui se battaient courageusement et brillamment face aux flammes dans le Var, là où elle est passée ses vacances. Elle aurait pu aller les voir, c'est ce que vous nous dites. Oui, à minima. Ça, je vais vous dire, Vincent Roy, cette réflexion que fait Mathieu Vallet, je pense que c'est même le pire dans cette histoire. Elle était là, physiquement, dans le département où il y a des incendies qui ont commencé. C'est-à-dire que vous avez des Français autour de vous, à une dizaine de kilomètres d'elle, qui étaient en train de tout perdre. Et elle ne s'est pas dit, dans ces 5 jours, elle s'est pas dit, mais tiens, je vais aller faire un déplacement, je vais aller voir des sapeurs-pompiers, je vais aller voir des sinistrés dans les gymnases, je vais aller voir, elle est ancienne présidente de WWF France, elle s'est pas dit qu'elle allait aller voir dans une SPA, des personnes qui justement ont tout fait pour sauver les animaux dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tête ? Écoutez, a priori, ce que moi je vois, cette ministre n'est pas faite pour ça, quoi. Je veux dire, elle aurait jamais dû être ministre. Quelqu'un qui se préoccupe aussi peu des Français, c'est intolérable. Voilà, c'est simplement intolérable. Elle ne va pas essayer de réconforter, elle ne va pas sur le terrain, elle reste planquée chez elle, c'est le cas de le dire. Ah oui. À Sainte-Maxime, il a dû faire chaud, on peut se poser la question de savoir si elle a la clim ou pas. Oui, on peut se poser la question, c'est vrai. On peut se poser la question, puisqu'elle a fait quelques saillies hydraulatiques à propos des climatiseurs. Horrifiée. Oui, elle est horrifiée. Enfin, écoutez, cette dame n'a pas le costume, quoi. Elle est pas faite pour ça. Et je trouve que ça en dit long, si vous voulez, sur la manière qu'elle a de considérer les Français. Voilà, je trouve que ça en dit long. Et pour un ministre, évidemment, ça fait pas bien dans le tableau. Gilles Boutin, est-ce que c'est encore la lancinante déconnexion des élites dont on parle tout le temps, qui n'arrête pas de creuser justement ce fossé entre les politiques et les Français ? Mais dans ce cas, c'est pas la même élite. C'est-à-dire que elle représente une élite autre, pas celle à laquelle on énarque, à laquelle on pense spontanément. Plus une caste qui vit dans ses illusions. Dans l'illusion de la capacité à changer le réel par l'incantation. Et ça s'est retrouvé dans ses déclarations sur la climatisation, lorsque tout le monde l'a découvert. C'était très idéologique, puisqu'on ne l'avait jamais vu avant.
estimant que c'est pas de mettre la climatisation partout face à la canicule qui allait sauver les forêts. C'est un lien complètement absurde, mais qui témoignait de son idéologie selon laquelle il va falloir souffrir jusqu'à temps que enfin la situation soit rétablie. Bon courage donc. En ce sens, elle est complètement déconnectée. Et surtout, c'est une erreur de casting depuis le début, parce que depuis qu'elle est arrivée au gouvernement, elle dit à tout le monde qu'elle n'a jamais demandé à être là. On l'a sollicitée, elle est venue. C'est pas du tout une politique dans l'âme. Elle déteste être en représentation. Elle s'est efforcée d'échapper, de ne pas venir à l'Assemblée nationale au maximum. C'est donc Mathieu Lefebvre, son ministre délégué. Avec qui elle ne s'entend pas très bien, pas d'ailleurs. du tout. Ils sont pas du tout sur la même ligne. Je veux dire, on a un partisan du pragmatisme versus, encore une fois, une idéologue. Mmh. Elle est même dans une approche quasiment religieuse. C'est ce dolorisme. Il faut souffrir sous la chaleur. Et quand bien même elle s'était un petit peu rattrapée en essayant d'expliquer que oui, dans quelques établissements on peut le faire. Mais non, moi, il faut comprendre que massivement les Français ont envie de se protéger de la chaleur chez eux. Donc c'est la déconnexion et c'est une erreur de casting et la simple raison pour laquelle Emmanuel Macron l'a gardée. Oui, c'est ça qu'on se demande. Pourquoi encore une impression de fragilité et d'incapacité à tenir son gouvernement. Il n'a pas voulu donner du grain à moudre supplémentaire aux écologistes ainsi qu'à l'ensemble de la gauche pour le critiquer à cause de cette loi d'urgence agricole. Mais c'est uniquement à cette fin. Bon. C'est vrai que ça paraît fou. Comment on explique cette nomination? Vincent Roy, elle est en relation tendue avec Sébastien Lecornu. Elle est en relation tendue avec Mathieu Lefebvre, qui est le ministre qui bosse directement avec elle. Emmanuel Macron fait tout pour la rattraper et lui dit non, c'est né en situation de crise. Évidemment, quand un ministre démissionne, c'est encore plus catastrophique, ça va avoir des grosses conséquences, etc. Et le jour même de la fausse démission et de cette saga, elle prend le train et elle part. Donc elle bosse pas, en fait. Écoutez, moi de toute façon, je suis pas sur cette affaire, je suis pas le bon interlocuteur, dans la mesure où je pense que l'écologie politique est une escroquerie. Bon, voyez-vous. Donc, cette personne en plus, Monsieur Macron va choisir précisément une idéologue, on se demande bien pourquoi, dont on voit que... qu'est-ce qu'on voit? Que voit-on dans cette attitude? On voit quelqu'un qui est incompétent. Qui n'est pas à sa place. Puis un très mauvais service de communication, manifestement. En plus, avec un très mauvais service de communication. Mais on voit quelqu'un qui ne sait pas faire, qui ne sait pas... lorsque vous êtes ministre de la transition écologique, que à 20 km de chez vous, ça flambe, que des maisons brûlent, que les Français sont meurtris, touchés, déplacés, etc., et que vous-même, vous ne vous déplacez pas et que vous restez planqué dans votre maison, c'est que vous avez un truc qui ne tourne pas rond. Voyez-vous ? Je voulais également parler immigration avec vous, Vincent Roy et Gilles Boutin, rapidement. Alors, les images sont impressionnantes. Peut-être que vous les avez vues passer sur les réseaux sociaux. Plus de 1500 migrants arrivent à la nage dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc. Les centres d'accueil sont débordés, ils sont saturés, il n'y a plus de place pour personne. Le ministre espagnol de l'Intérieur a annoncé qu'il se rendrait à Ceuta demain pour suivre l'évolution de la situation. Vincent Roy, comment vous avez réagi à ces images ? Je comprends rien. C'est super clair. Non, je ne comprends rien. C'est-à-dire que maintenant, alors, vous vous déplacez, voilà, donc vous partez du Maroc, vous allez dans une enclave espagnole, et puis voilà, et on se demande comment on va faire pour vous accueillir, etc. Mais on veut que ces Marocains viennent sur le territoire espagnol ou on n'en veut pas Pedro Sanchez, en tout cas, il était très pour les régularisations. On se rappelle, il y en a 600 000 qui ont d'ores et déjà été acceptés sur plus d'1 million de demandes. Non, mais Pedro Sanchez, on connaît sa politique. En plus, c'est quand même remarquable, puisque je vous signale qu'il est toujours au pouvoir sans avoir de majorité. Donc absolument. C'est très, très étonnant. Je vous signale aussi, à propos de l'Espagne, que c'est quand même un pays qui est en train de se durcir, car contrairement à nous, le parti
populaire qui représente Santiago Abascal. Voilà, qui représente à peu près ce que sont les républicains chez nous, ne rechigne pas à des alliances avec Vox. Je vous parle de la Castilla-Léon, je vous parle de l'Extrémadour, et je vous parle de... Donc, vous voyez, les choses commencent à se tendre. Et c'est pas en accueillant 1500 Marocains, comme veulent faire, comme veulent faire M. Sanchez, que ça va changer les rayures du zèbre. Ça va plutôt renforcer les alliances entre le PP et Vox.